Le prix à l'innovation 2024 de la région de Nyon a récompensé deux entreprises basées chez nous. La première à la RIP et la deuxième à Gland. On leur donne la parole dans cette émission spéciale. Tout d'abord, NK Manufacture en votre personne. Armand Nidegger, bonjour. On est ravis de vous avoir. À vos côtés, Cyril Maret, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous, mais il va nous parler justement à distance, puisque aujourd'hui, il présente justement son innovation en France, pays voisin de chez nous. Un prix qui récompense votre parcours, mais aussi une innovation dont on va parler d'ici quelques instants. J'aimerais savoir déjà, Armand, qu'est-ce qu'il représente pour vous ce prix ? Alors, il représente déjà économiquement, ça aide. En termes de visibilité, on le voit aujourd'hui, c'est quand même un plus. Et en termes de crédibilité aussi, c'est bien. Alors, on va parler évidemment de votre parcours, de votre atelier qui est basé à la RIP, mais j'aimerais justement qu'on puisse donner la parole à Cyril Maret, qui est lui président et fondateur de Orion Horse Shoes. Alors, en ce moment même, il est en France où il présente son innovation. Bonjour Cyril, vous allez bien? Est-ce qu'on arrive à vous avoir... Ah voilà, jolie connexion. Alors, expliquez-moi déjà, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes exactement? Donc, on part toute la France là pendant la semaine. On est au Fire Tour, qui est une organisation pour notre métier du monde de la maraîchalerie. C'est l'opportunité de présenter des nouveaux produits pour les maréchaux ferrants. Et du coup, voilà, on est un peu au taquet parce qu'avec tous ces événements qui sont arrivés entre la semaine passée, le prix de l'innovation et ce Fire Tour qui est organisé seulement tous les 2 ans, c'est une immense opportunité ces temps pour Orion de montrer notre produit qui vient d'être sur le marché depuis le 24 février. Donc, c'est un gros truc. Ouais, alors votre entreprise est basée à Gland, mais justement cette innovation, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Donc vous faites des fers à cheval sur mesure. Comment ça fonctionne concrètement? Et on a quelques images. Alors c'est clair que c'est une application qu'on a développée sur iPhone. Le but c'est de mesurer les sabots des chevaux et d'avoir une traçabilité du métier du maréchal ferrant. Très important aujourd'hui de partager des données avec nos propriétaires, des vétérinaires et de pouvoir partager notre travail. Et l'idée, c'était justement d'innover cette technologie avec un plus de créer un fer à cheval sur mesure. Aujourd'hui, depuis des années, le principe est le même. Le maréchal ferrant achète des fers de plusieurs tailles et les ajuste manuellement sur une enclume. Et grâce à notre application, on pourra développer des fers vraiment spécifiques, différents, innovants, plus légers pour le sabot de cheval. Concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé peut-être avec les gens qui en ont besoin chez nous? Il y a eu des discussions, j'imagine, avec des éleveurs. Comment est-ce que vous avez travaillé justement sur cette innovation? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on est encore en développement, on n'est pas en production par rapport au fer à cheval sur mesure. Donc, on est en contact avec plusieurs propriétaires et d'autres maréchaux. Le but, je suis maréchal, mais le but, c'est de travailler avec plusieurs entreprises de maréchalerie. Et c'est justement de tester des nouvelles matières. L'innovation est dans l'idée est de pouvoir utiliser des fers à cheval de matières différentes qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir des matériaux forgeables, en fait. Et grâce à cette technologie, on aimerait justement avoir un retour des propriétaires de chevaux et aussi de cliniques vétérinaires afin de savoir quel fer on va utiliser, quelle matière on va utiliser. Et tout ça, à ce jour, est encore en développement. Donc, notre but, c'est de commercialiser tout ça en 2025. Et avant ça, on doit faire des tests avec des chevaux et avoir un retour de tout ça, en fait. Une analyse, on va dire. Ouais, alors le but, c'est évidemment travailler d'autres matériaux, mais pourquoi? Ça répondait à quel besoin? Peut-être à un confort aussi du cheval? Tout à fait, on cherche beaucoup la légèreté. On recherche aussi de baisser la vibration dans le pied du cheval. On sait que la vibration développe pas mal d'arthrose dans le sabot du cheval. Et grâce à ces matériaux, on pourra améliorer la performance et le soin des sabots de certains chevaux, des athlètes. Aujourd'hui, ce sont des athlètes, les chevaux qui sautent en jumping et on a besoin de les préserver le plus longtemps possible. Et on est certain que grâce à ces nouveaux matériaux, on va dire, on pourra aider le cheval à
comment dire, à augmenter sa performance surtout. Ouais. Voilà. Ouais, Cyril, vous me disiez que tout est allé très vite depuis la semaine dernière au moment où vous y aviez reçu ce prix lors du Forum économique de la Côte. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, puisque vous êtes une entreprise qui existait déjà depuis de nombreuses années à Gland? Est-ce que vous sentez que ça a changé peut-être en termes de notoriété, comme nous disait Armand? Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors, je vous reprends. L'entreprise, Orion Hors Shoes, elle a été créée l'année passée, au mois d'octobre. Moi, je suis maréchal ferrant. J'ai une autre entreprise en tant que maréchal ferrant depuis 20 ans dans la région. Mais l'entreprise Orion a vraiment pour but de créer un nouveau fer à cheval et un nouveau concept d'application, donc de fer à cheval sur mesure. Ce qui a changé, c'est que en 6 mois, je vais dire, ça fait 6 ans que je suis bien sûr sur l'idée de créer cette application. Mais ces 6 derniers mois, on a... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu beaucoup d'opportunités à développer, à finir l'application, on va dire, à pouvoir la mettre sur le marché aujourd'hui pour l'analyse des mesures des sabots des chevaux. Et quand je dis tout a été en même temps, parce qu'on a ce Fire Tour en France qui est seulement tous les 2 ans, et avec le prix de l'innovation de la semaine passée, plus le Fire Tour, plus avoir mis l'application sur Apple Store, a été un peu vite dans notre tête et tout ça à gérer. Donc, on est content, on avance correctement dans notre plan de start-up, mais ça fait beaucoup quand même ces dernières semaines. C'est ça que je voulais dire. Eh bien, on se réjouit en tout cas de suivre votre aventure. On prend rendez-vous, on viendra vous voir peut-être dans votre atelier à Gland. Cyril Marais, fondateur d'Orion Hors Shoes. Bon salon et à très bientôt. Merci, à bientôt. Belle journée à vous. Retour en plateau donc avec vous, Armand Nidegger. Vous êtes le président et fondateur de NK Manufacture. On va revenir sur votre histoire, mais j'aimerais déjà présenter votre innovation à vous. Une presse à ski sur mesure. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'idée de cette presse, c'est, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une presse qui est 100% ajustable. Dans le terme sur mesure, on entend ajustabilité, on va dire. C'est une presse qui répond particulièrement plus à nos besoins spécifiques, à une petite production comme la nôtre qui peut faire du prototype ou 500 paires à la fois, par exemple. Ouais, petite production, vous dites, parce que vous faites tout de A à Z. Là, dans l'idée, on va voir justement quelques images, des images 3D de cette presse. Le fait d'avoir vraiment quelque chose à la demande, aujourd'hui, ça vient répondre à quel besoin pour vos clients? L'avantage qu'on a, c'est que, disons que si on veut faire du ski qui est sur mesure, actuellement, on est plutôt sur, là, au moment même où je vous parle, on fait de la petite production plutôt que du sur mesure. Mais pour faire un ski à l'unité, pour faire du prototype, c'est avantageux parce que quelque part, on va pouvoir paramétrer la presse sans avoir de l'outillage externe, en fait, qui vient s'ajouter. Et du coup, ça nous gagne de la place, ça optimise l'espace pour nous, pour une petite entreprise comme la nôtre. Ça nous gagne du temps de fabrication d'outillage. Ça réduit les déchets, puisqu'on n'a pas besoin en fait, d'avoir différents outillages par propre modèle de ski. Et économiquement, du coup, avec ces 3 points qu'on a vus, que j'ai dit, ça nous gagne de l'argent, tout simplement. On va revenir sur votre histoire puisque vous avez un très joli parcours, une histoire aussi qui a commencé tout jeune, où finalement faire des skis mais aussi des skates, c'est quelque chose qui vous passionne depuis votre plus jeune âge. Mais j'aimerais qu'on redonne et qu'on donne surtout la parole à Alexandre qui est en compagnie de Proxipel, entreprise qui avait reçu justement le prix à l'innovation l'année dernière, qui a subi aussi plusieurs aléas puisque Proxipel, sa machine avait brûlé il y a quelques années. Donc là, ça y est, Alexandre, on peut à nouveau présenter la machine, malgré le fait que ça avait brûlé. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire? Bien sûr, Andrea, je vais tout te raconter. Je suis en compagnie avec Richard Pfister. Bonjour Richard. Bonjour Alexandre. Vous êtes le CEO donc de Proxipel. Andrea, qui avait reçu effectivement ce prix de l'innovation en 2022. Alors là, je suis dans un hangar à Tolechna. Et puis, tu te souviens, il y a 2 ans, on avait vu ce prototype de machine à pellets, donc qui transforme le bois en pellets dans une machine, une usine à pellets carrément en mobile, qui est transportable en camion. Et ça y est, maintenant, elle est en construction, cette machine, et c'est déjà en vente. Richard Pfister, on voit, c'est pas encore fini, c'est en construction, mais par contre, cette machine-là, elle est achetée. Donc, ça y est, votre innovation, elle a vu le jour, elle trouve des clients. Mais déjà, revenons peut-être sur ce prix à l'innovation en 2022. Qu'est-ce que ça a changé pour vous en 2 ans? Beaucoup de choses. Comme start-up, on a beaucoup besoin d'être mis en avant. C'est sûr que l'argent est intéressant de toute manière, mais la visibilité l'était beaucoup plus. Ouais.
Vous avez vraiment senti que ça a permis de vous faire voir, de vous faire entendre? Tout à fait, surtout dans la région, parce qu'on vise quand même une clientèle régionale au début, avant de s'étendre dans d'autres pays. Et ça a clairement marché. Je pense que la machine est vendue là derrière aussi en partie à cause de ça. Ouais. Alors, une machine, justement, Andrea, prix de vente, on rappelle, 900 000 francs. Ça s'adresse à qui, ces usines mobiles appelées? À des agriculteurs, à des forestiers, à des municipalités, à des sociétés qui travaillent dans le déchet, à des sociétés dans l'énergie. On a Romande Énergie qui est en très loin de capital aussi parce qu'ils sont intéressés par ça. Donc, il y a beaucoup d'entreprises potentielles ou de municipalités qui peuvent l'utiliser, que ce soit en achat ou que ce soit en location, parce qu'on va faire les deux. Le business model. Donc là, c'est la deuxième machine. Donc, ça veut dire que Proxipel va de l'avant. Et puis, même, j'ai l'impression que vous avez, enfin, je sais pas l'impression, vous me l'avez dit, qu'il y a de la demande même à l'étranger. Donc, Proxipel a pour ambition de s'élargir même au marché européen. Tout à fait. On reçoit des demandes du monde entier. On a eu de Terre de Feu, de Grèce, d'Afrique. On doit se limiter un petit peu parce que c'est un peu compliqué pour nous d'aller jusque là-bas. Mais on va commencer dès l'année prochaine, enfin dès cette année, pardon, en France et en Belgique. Donc, on vise clairement le marché d'Europe de l'Ouest dans les prochaines années. D'accord. Et en 2 ans, alors, qu'est-ce qui a changé? André en parlait, il y a eu malheureusement l'incendie de ce prototype. On imagine que ça a dû vous freiner aussi dans votre développement. Pas tant que ça, au fait, parce qu'on prévoyait de le démonter, ce prototype, pour récupérer des éléments qui nous intéressaient. Donc, c'est arrivé un peu plus tôt que prévu, puis on n'avait pas prévu cette chose-là. Mais c'est malheureux, on n'a pas d'explication de cet incendie. Hein. Si, on en a. On a passé. déterminé que c'était un problème électrique. D'accord. Dans un des tableaux électriques, comme vous voyez ici. Ouais. Et puis, personne n'était sur place, mais la police scientifique est venue aussi, puis ils se doutaient que c'était ça. Donc, on a pu circonscrire le problème, puis éviter que ça arrive sur les machines suivantes. Voilà, sur les machines suivantes, maintenant, qui sont pratiquement opérationnelles. Hein. Celle-ci, elle va être finie. Donc, pour cet été, comment l'entreprise s'est développée en 2 ans? Je crois que vous avez augmenté le nombre d'employés. On a dit construction aussi d'une deuxième machine. Qu'est-ce qui a changé? Aussi un peu plus d'investisseurs qui sont rentrés parce qu'on n'est pas encore rentable. On le sera début d'année prochaine, ou peut-être fin de cette année, on verra. On a engagé 6 personnes de plus depuis la dernière fois. On est 9 maintenant. 9 employés à Proxipel. Tout à fait. On risque de doubler d'ici la fin de l'année normalement. Ah oui. Et puis x2 l'année suivante. Start-up, ça grandit vite. Ouais. Effectivement, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'année prochaine potentiellement une 40aine d'employés à Proxipel. Fin d'année prochaine, possiblement. Ah oui. On a déjà une succursale en France. Ouais. Bon, voilà, tu vois, Andrea, les success stories de notre région. Je rappelle, Proxipel est basé à Levaux, hein, donc aujourd'hui 9 employés. Et puis bientôt plein d'autres clients. Hein, voilà, ça y est, là, faut suivre la demande maintenant. L'innovation, elle a été faite, elle a été créée. Alors tu te poses peut-être la question, Andrea, oui, comment ça marche cette usine à pellets? Alors écoute, même si on l'avait déjà fait la dernière fois, je vais juste te remontrer avec le responsable technique de la machine, Jean-Yves Giraud, qui est avec moi. Et puis on va tout expliquer après comment on transforme le bois en pellet avec cette machine-là. Ouais, je suis curieuse de savoir s'il y a de nouveau cette histoire de gâteau, hein, parce que ça donne faim. On se réjouit que tu nous réexpliques toute cette histoire. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On revient donc avec vous, Armand, sur votre histoire. Alors aujourd'hui, l'entreprise, vous avez 4 employés, vous existez depuis 2021, mais c'est une toute longue histoire, puisque vous avez commencé à créer notamment des skates dans le garage de vos parents. Pourquoi cette envie de faire tout vous-même? Pourquoi cette envie? C'est naturel, j'ai envie de le dire. Depuis que je suis petit, je fais des cabanes dans les bois, j'ai toujours aimé, dans la cour de récré, faire... que ce soit même des parcours de billes, je pense que c'était moi qui les faisais à l'école, je me rappelle plus très bien, mais dans le sens où j'ai toujours aimé construire, j'ai toujours aimé la satisfaction que ça apportait de voir le résultat final. J'ai toujours impatient de voir qu'est-ce que ça pouvait donner visuellement à la pratique, même quand on fait une rampe de skate, la première chose qu'on fait, c'est la skater. Donc ça vient de cette passion dans mon garage où tous les soirs après l'école, je travaillais dans le garage, quoi. Vous en avez fait d'ailleurs votre métier, vous avez une formation de menuisier et d'ébéniste, vous avez été formé à Genève et puis vous décidez de créer votre entreprise. Vous avez toujours eu beaucoup de culot, vous osez frapper à toutes les portes, notamment à Genève. La première fois que vous passez une vitrine, vous dites tiens, je vais essayer de vendre un skate. Exactement, dans le sens, j'ai toujours été comme ça, mais naturellement, en fait, de ne pas procrastiner, dans le sens vraiment ne pas remettre à demain, d'aller de l'avant. Si on est là aujourd'hui,
Si tout à l'heure, par exemple, je dois appeler un magasin de ski, au lieu de dire ouais, bah, je le note dans l'agenda, bah, je le fais maintenant parce que si je peux le dire, c'est que je peux le faire aussi maintenant, à moins qu'il y ait des choses de prévues. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec les magasins de skate. C'est évidemment, on prend de l'aisance avec le temps, mais au début, bah, on y va, on a un petit peu la boule au ventre, comment on va se présenter dans le magasin. Puis au final, c'est ça aussi qui fait le côté vrai de la chose. C'est que moi, au magasin Transport à Genève, c'est le premier qui m'a fait confiance avec ça. J'ai été voir, je lui ai parlé que je faisais des skates, que j'étais motivé, même s'il fallait faire une vitrine ou quoi. Puis il a été, je pense, surpris aussi que je sois aussi motivé que ça. Et puis ça s'est fait comme ça. Ouais, un côté artisanal, mais ce côté finalement entrepreneurial, le fait de vendre ce matériel, pourquoi d'en faire finalement votre entreprise, votre business? Tout simplement que je pense que le matin, pour se réveiller, être motivé d'aller travailler, il faut aimer ce qu'on fait. Et puis, c'est une chose de vouloir gagner sa vie correctement pour pouvoir se faire plaisir. Mais je pense qu'on passe 5 jours dans la semaine à travailler et 2 jours de repos, comme on dit, pour certains, on va dire. Je pense qu'il y a meilleur temps de pouvoir se lever le matin et se dire « trop cool, je vais pouvoir faire une nouvelle rampe de skate que je vais pouvoir la skater ». Et en fait, pour moi, c'est pas du travail, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez ce travail de menuiserie, vous faites des skates, des skis, dont on voit justement ici quelques images. Mais à partir de quel moment est-ce que vous sentez qu'il y a un tournant finalement et que ça y est, ça démarre? Alors c'est pas aussi flagrant que je pense que certaines entreprises, mais c'est clair que ça allait très vite ces dernières années. J'ai énormément de chance avec ça. J'ai eu des personnes qui m'ont accompagné, ça peut être des photographes, Romain Vigouroux qui travaille avec nous, qui nous donne des coups de main, qui sont là au début et qui sont là aussi par passion pour le skate et qui vont mettre en avant grâce à des photos ou des shootings comme là on voit sur l'écran. Ça peut aussi être des personnes que je connais de contact qui sont passées à l'atelier, qui vont nous aider à réaliser une presse à skate qui j'aurais pas les moyens de pouvoir avoir un poste à souder au début ou des choses comme ça. Donc en fait ça a été vite grâce à toutes ces personnes aussi. J'ai essayé de bien m'entourer, c'est le plus important, c'est de bien s'entourer, je pense, et de savoir bien déléguer et de donner les bonnes responsabilités tout en ayant un peu une visibilité et savoir de quoi on parle sans forcément savoir faire en fait. Surtout savoir ce qui se passe dans sa boîte, la comprendre, mais pas forcément savoir la faire. C'est un petit peu ça que j'essaye de créer, de développer avec NK. C'est impressionnant quand on vous écoute parler parce que vous êtes très jeune. Rappelez-nous votre âge. 24 maintenant. Ouais. 24 ans. On a l'impression que vous avez peur de rien, que finalement on peut tout essayer. C'est pas trop dans l'esprit ou les mentalités qu'on a l'habitude d'avoir ici en Suisse. Qu'est-ce qui vous a permis peut-être de vous laisser aller un petit peu à tout? Alors on comprend, c'est un métier passion finalement, c'est aussi parce que vous avez voulu créer vos propres choses, mais à partir de quand est-ce que vous vous êtes dit, ben tiens, il faut que j'ai cet esprit entrepreneurial, que je sache me vendre, que je sache aller frapper aux portes? C'est un petit peu, c'était intuitif dans le sens où j'ai eu pas mal d'amis qui ont fait différentes écoles, que ce soit de l'école de commerce ou même d'autres apprentissages. Et je pense qu'en écoutant différentes personnes parler et en mêlant vraiment, quand j'ai fait mon business plan pour créer cette boîte, j'ai vraiment essayé d'écouter tout type d'avis. Et c'est là où ça m'a permis de justement réfléchir, et créer mon propre opinion en fait pour aller de l'avant. Et de ne pas avoir peur en fait, c'est simplement que j'ai un peu, des fois, certains me le reprocheront, mais être un peu inconscient, c'est vrai, sur certaines choses, de me dire oui, ça va le faire. Typiquement, on était à Verbier pour l'extrême de Verbier, on devait transporter une rampe qui faisait 7 mètres de long, bah, moi j'étais sûr qu'on allait la mettre sur le toit. C'est aller sur le toit du van, on n'a pas mis dans la remorque. Ouais. Mais si on demandait à une de mes employées, elle était là. Bon, ça va pas le faire. C'est toi qui dis, c'est toi qui fais, il n'y a pas de souci. Et c'est passé. Et c'est un peu, je résume ça par ça, dans ce côté un peu fou que je peux des fois peut-être avoir, qui est un peu. Et puis des fois, je me rends compte que ça va pas. Hein. C'est pas que ça passe tout le temps, mais voilà. Ouais. Il y a cet esprit peut-être aussi compétition sport qui vous aide. Ouais. On voit là des images d'un événement que vous avez organisé à Divonne-les-Bains. Ça aussi, faire du sur-mesure, créer des skateparks conçus notamment pour une compétition, ça fait partie de votre challenge. Ouais, oui, ça fait partie de mon challenge. C'est ce que j'aime à travers différentes personnes aussi qui m'aident pour ça, comme Théo qu'on a vu là, qui graphait le graphe NK et toute l'équipe. C'est une passion qu'on partage avec la culture skate, la communauté de skate. Et puis, comme je dis tout à l'heure, j'adore
créer des rampes, de partir avec un papier, dessiner un croquis, puis qu'après on fasse une 3D, puis après on le voit en face de soi. Divon, c'était hyper fou pour moi. C'était là où il y a eu justement, comme tout à l'heure vous l'avez dit, un tournant pour moi. On passe avec l'Office du tourisme à parler d'un petit événement qu'on a fait l'année passée qui était très bien, mais pas du tout de la même échelle, à l'année d'après, un truc qui fait 60 mètres de long, et avec 250 panneaux de bois, 7000 vis. Et puis là, on ne le voit pas venir. Moi, il a fallu une semaine après pour que je redescende un peu de ma galaxie en étant putain, ouais, quand même, c'est gros ce qu'on a fait là avec toute l'équipe et ça fait plaisir. Et puis on veut recommencer, quoi. Ouais, et pourquoi pas l'envie de réaliser ça chez nous? On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs skateparks qui ont ouvert, tant à My, à Gland, peut-être des projets aussi à Nyon, à Collovray. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez envie, que vous avez essayé? C'est des choses que, évidemment, j'ai envie. On essaye de les chercher. C'est compliqué, les barrières administratives des appels d'offres, mais on y travaille. Et puis cette année, on a quand même à Montbriand, le skatepark, on a un module central à fabriquer. On a le FY Festival qui est à Yverdon, d'ailleurs que je salue, qui nous a donné le contrat. Enfin, on a eu la chance de signer le contrat encore il y a quelques jours par rapport à une rampe complètement folle et sur mesure et que vous allez découvrir parce qu'elle est vraiment dingue, cette rampe. Et puis, ouais, on cherche toujours de nouveaux projets dans différentes villes, mais il faut se faire connaître parce que des fois, les élus, enfin les personnes qui travaillent dans les mairies, connaissent les grosses boîtes, c'est normal, et puis n'ont pas l'idée forcément d'appeler NK pour faire un skatepark, et on y travaille. Ouais. Alors on entendait tout à l'heure Proxipal nous dire, aujourd'hui ça nous a permis de développer notre entreprise, d'avoir plus d'employés. Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez peut-être avec ce prix? Alors oui, parce qu'on est parti pas mal côté skate, mais en termes d'employés pour les skis, c'est clair que pour de la production, pour du prototypage ou autre, il faut de la main-d'œuvre, qualifiée, qu'on peut former nous-mêmes, qui est motivé et qui a envie de se lever le matin comme moi je me lève le matin. Et oui, c'est l'objectif des prochaines années. Et puis on a eu 2 apprentis, là on recherche un nouvel apprenti ou stagiaire. On va peu à peu, on fait en fonction des finances, c'est toujours un peu difficile. La trésorerie, c'est même très difficile, mais on y arrive. C'est votre petite bête noire, le C'est la petite bête noire. Peut-être la trésorerie, je dois avouer que c'est pas forcément... Je suis plutôt quelqu'un qui investit énormément et du coup, c'est un peu le plus dur. C'est quand on a l'argent de pas investir, d'investir, mais plutôt faire attention au niveau de la trésorerie. Ça, c'est un peu mon point faible. Par contre, l'investissement, il est toujours intelligent et ça, c'est quelque chose que je suis assez fier et content. C'est quand on investit, il y a très peu de déchets là-dedans. Et ça, c'est ce que je dis aussi tout le temps, c'est quand on a soif et qu'on n'a pas 1 million sur le compte, et on réfléchit 10 fois avant d'investir, et du coup l'investissement, il est très peu de fois raté, alors que si j'avais eu tout de suite beaucoup d'argent pour investir, c'est clair et net qu'il y aurait eu 50% des choses qui ne m'auraient pas été utiles en fait. Aujourd'hui, le plus gros de votre chiffre d'affaires, il vient quoi? De la vente des skis, des skates, des événements? Ça bouge tellement tout le temps que j'ai envie de dire les skateparks, les événements. De la menuiserie l'année dernière, on a eu un gros magasin à faire à Altman à Vevey et puis c'était vraiment un magasin qui nous a soutenus et je remercie d'ailleurs pour ce projet hyper ouf qu'on a fait. On a fait 300 mètres carrés d'agencement, donc ça nous a fait le chiffre de l'affaire de l'année. Et par contre, cette année, on est plus skatepark et on lance les skis, donc peut-être que je vous dis maintenant skatepark et l'hiver prochain, si je reviens, c'est les skis, quoi. Ouais, j'ai envie de vous poser la question ski. Est-ce que vraiment c'est le bon moment? On parle beaucoup de manque de neige chez nous. C'est un risque, non? Moi, je reste optimiste. Je pense que la météo, c'est quelque chose qui est régulier. C'est clair qu'il faut s'adapter au fait que ça se dérègle, le climat. Mais qui dit dérèglement peut aussi, ça peut être tout à coup on se prend 1 mètre de neige et tout à coup on en a 0. Donc c'est compliqué. Tout à l'heure j'ai appelé des magasins et puis c'est compliqué pour eux de vendre aussi parce qu'il manque de la neige, comme vous dites, les gens sont moins motivés pour acheter. Mais ça continue, le business quand même tourne là-dedans. Il y a les chiffres d'affaires, ils ont quand même augmenté. En 2021, si je ne me trompe pas, c'était 79 millions dans le matériel de ski en Suisse. Donc c'est quand même prometteur, il y a beaucoup de gens qui skient en Suisse. Moi, je perds pas espoir et puis il faut juste faut se battre pour arriver à se faire une place. Ouais, sachant que votre patte à vous, c'est de faire du sur-mesure, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce défi aussi de créer des skis qui puissent s'adapter un peu au tout-terrain, sur la neige, mais aussi où il y a un peu plus de terre? Est-ce que ça fait partie de vos défis futurs? Le sur-mesure, on l'avait bien cette année, l'année dernière. Et cette année, justement, on est plutôt sur de la petite série. On aimerait y revenir grâce à cette presse, grâce au prix de l'innovation qu'on a reçu de la région de Nyon. Le ski tout-terrain, j'ai toujours un peu cet argument de dire que 100% il n'existe pas. Par contre, on peut trouver des compromis, comme nous, notre dernier ski de notes, qui est très très fort en carving et très fort en poudreuse.
mais il aura moins cette facilité peut-être en snowpark ou en ski de boss. Pour moi, ce n'est pas une science exacte, c'est du feeling que les gens ils doivent tester. On peut faire tous les formulaires qu'on veut pour avoir du retour sur les essais. Moi, je dis tout le temps, essayez la paire de skis, prenez-la une journée. Et puis, vous verrez si pour vous, il est tout terrain, j'ai envie de dire. Vous êtes bon vendeur, hein, donc le ski doit d'abord s'adapter à la personne avant le terrain. Voilà, il a un bon point. Je vous propose qu'on retourne à Proxipel justement pour redécouvrir cette machine en ta compagnie, Alexandre. Bah oui, regarde, tu la vois un petit peu en entier, cette machine qui n'attend plus qu'à être finie d'être construite pour aller ensuite dans une remorque d'un camion. Je le rappelle donc, cette usine Appelais. Alors, comment ça marche et puis surtout, qu'est-ce que ça demande pour fonctionner? Eh bien, nous avons avec nous Jean-Yves Giraud qui est là avec nous justement pour répondre à ces questions. Jean-Yves Giraud, responsable technique du coup de Proxipel. Bah bonjour. Bon. Déjà, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ça représente de travailler à la technique pour une entreprise comme ça, une start-up d'innovation qui fait une usine Appelais? Qu'est-ce que ça représente comme vous, comme adrénaline, j'imagine, de travailler sur ce genre de prototype? Enfin, joli challenge puisqu'il y a tout à inventer. Quand on part sur des projets où on part à zéro sur tout à inventer, peut-être pas le fonctionnement de la presse Appelais existe déjà. Après, il fallait rentrer ce qu'on a dans une usine de 4000 mètres carrés, dans 25 mètres carrés de remorque et puis jouer au Tetris pour arriver à tout mettre en place. Bah oui, c'est vrai, c'est un véritable Tetris pour que tout rentre justement dans une remorque de camion. À part ce challenge-là, quels sont les autres défis techniques que représente une machine comme celle-ci? Alors, on a dû adapter à la taille de la machine, en fait, toute la chaîne de production pour pouvoir la rentrer sur cette surface. En commençant par le chargement à l'arrière de la machine qu'on voit ici, après tous les transferts qui ont dû être réduits et adaptés au volume disponible. Ouais. Pour finalement arriver avec le noyau de cette machine, puisque des usines Appelais mobiles ou des unités Appelais mobiles, ça existe. Ça existe principalement pour fabriquer de la paille ou des choses comme ça. Mais on est les seuls à faire le séchage du produit sur l'installation. Donc là, c'était le gros challenge de cette machine-là. On imagine qu'il y a aussi l'assemblage de toutes ces pièces. La construction aussi, qu'est-ce que ça demande? Parce que faut acheminer aussi, on imagine, des pièces qui viennent. Elles viennent d'où d'ailleurs, toutes ces pièces? Alors, un petit peu, on va dire, du monde entier. Ouais. Où on a essayé de travailler sur des sociétés qui sortent de la région ou des sociétés qu'on va retrouver en France pour des produits spécifiques qui sont des produits dérivés de systèmes pour le bétail, de moulins, des choses comme ça. D'accord. En fait, on transfère de la matière, un peu le même principe, on transfère de la farine ou des choses d'aliments bovins, par exemple. Et puis ça, c'est des spécialistes qu'on n'a pas en Suisse, malheureusement. Ouais. Donc, on a dû les prendre à l'extérieur. Et puis le reste, tout a été développé, finalisé ici, dans la région de Morges, assemblé ici dans cette halle. Et puis, avec ça, on a un produit qui ressemble à ce que vous voyez là. Ça prend combien de temps, la construction de cette machine? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur celle-ci, là, qui sera finie, on l'espère, qui est arrivé au mois de septembre 2023. D'accord. On a commencé à poser des éléments dessus, et puis petit à petit, ça se met en place. Une fois mis en place, il y a des choses qu'on voit pas, comme tout ce qui est câblage électrique et autres, qui sont des choses un peu abstraites, on dirait, quand on les regarde comme ça. Et puis, on va commencer la mise en route maintenant, faire tourner les moteurs les uns après les autres, en 3D qui tournent dans le bon sens, que ça fonctionne. Ouais. Et puis, une fois qu'on a finalisé ça, d'ici la fin de ce mois, on aura l'ensemble de la machine qui va tourner synchronisée pour arriver à sortir du pellet, on espère, à la fin du mois. Et puis d'ailleurs, sortir le pellet en très peu de temps, je crois, c'est ça aussi la spécificité. Du moment qu'on rentre le bois, ça prend combien de temps de transformer le bois en pellet, là? Sur l'unité prototype qu'on avait, on comptait 20 minutes avec le séchage, qui était beaucoup plus lent sur celle-là. Maintenant, on pense que l'unité, depuis l'entrée du bois jusqu'à la sortie, je pense qu'une dizaine de minutes, on doit avoir du pellet. À vérifier une fois qu'on aura fait la mise en route, mais au final, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'une fois que la boucle est faite, le pellet sera continu. Donc, c'est juste le temps de mise en route qui pourrait varier de quelques minutes, on va dire. Ouais, absolument. Voilà un petit peu cette usine à pellet, Andrea, mobile. Et puis alors, tu vois, tout le cheminement, bien sûr, on peut aller retrouver, je crois que c'était une émission qui datait d'octobre 2022. Je suis sûr que si vous tapez Proxipel sur Internet et NRTV, vous retrouvez ça. On avait expliqué tout le cheminement, justement. On l'avait vu même. Ça fonctionnait. Le bois transformé en pellet. Jean-Yves, merci de nous avoir présenté cette machine. Tu l'auras compris, Andrea, qui va être mise en vente là cet été pour une entreprise
Morgienne et d'autres acteurs locaux ont répondu présents aussi pour Proxipel. Une vraie success story de chez nous. Eh bien, ça fait plaisir. Merci pour cette visite, Alexandre. Très belle journée à toi et merci à Proxipel. Armand, la suite des projets, notamment en termes peut-être de partenariat, est-ce qu'il y a déjà des petites idées de ce qui va se faire, vous qui êtes un... Alors, sans trop en dire, mais en disant assez, on a différents festivals. Je vais parler de FY Festival. Là, on est en discussion aussi avec le Paléo Festival on a déjà été reçus. On parle avec eux d'un potentiel partenariat avec d'autres sponsors, d'ailleurs, qu'on est à la recherche. Pour intégrer quelque part dans le Paléo avec une zone skate. Puis je laisserai découvrir les gens plus tard avec ça. Et puis d'autres festivals aussi en Suisse et en France pour intégrer des zones skate parce qu'on se mêle bien à cet univers-là. Ouais, le fait qu'aujourd'hui, le skate arrive comme ça dans des festivals un peu partout où a priori c'est pas trop le domaine, c'est une sacrée fierté aussi. C'est finalement mettre la marque NK partout avec des acteurs de chez nous. C'est une fierté pour nous. C'est toujours. Mais comme je dis, en fait, c'est assez marrant que ça n'a pas été là plus tôt. C'est que pour moi, c'est assez sensé d'avoir l'univers du skate à travers un festival de musique. En fait, c'est un peu deux milieux festifs, c'est deux milieux de culture, c'est deux milieux qui peuvent, à mon sens et à ma vision, bien s'associer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, cette année, on a eu énormément de bons retours de festivals qui étaient plutôt assez enthousiastes à l'idée. Et maintenant, c'est à nous de trouver aussi un petit peu les finances pour arriver à subventionner ces projets, parce que, comme vous l'avez pu le constater, on n'a pas forcément les ressources pour intégrer des grands festivals en tant que sponsor et partenaire, en fait. Donc la suite, évidemment, pour vous, pour votre entreprise, parce qu'on a l'impression que là, tout fonctionne à merveille, plus d'employés, vous avez votre atelier qui est basé à la RIP, c'est peut-être grandir, trouver plus de place, plus de terrain? Ouais, on essaye de chercher à travers différents acteurs de la région dans l'immobilier, on va dire, et dans la construction. Il y a le pôle bois qui est en discussion depuis quelques années, plusieurs années, et puis qui a l'air d'avancer, qui se trouve juste en face de notre atelier, qui se trouvera juste en face de notre atelier. Donc on essaye de se positionner sur ce genre de projet parce que c'est vrai qu'avec 70 mètres carrés d'atelier à 5 personnes en faisant des rampes qui font plus de vingtaine de mètres parfois, c'est pas facile, surtout l'hiver. Et ouais, on essaye de chercher activement. Puis après, il faut que ça rentre dans les coûts aussi. Voilà, comme je dis, la trésorerie. Armand Nidegger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On était ravis de suivre évidemment ce prix, de suivre aussi votre parcours, de revenir sur votre histoire. Et puis, on viendra peut-être prendre des nouvelles donc, de ce partenariat avec Paléo et on se voit peut-être sur place. À très bientôt. Impeccable, merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Fais voir ta région. Ciao, ciao.